Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Jad Zahab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous avez publié Retrouver la République. Christian de Villeneuve, journaliste politique. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes communicante. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous avez publié Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. C'est aux éditions du CERF. Pourquoi J-1? On n'est pas à J-1 avant le premier tour. On est à J-3 avant le premier tour de la présidentielle. L'affaire McKinsey, on l'a appris hier, donc pendant l'émission, on l'a un tout petit peu commenté avec le parquet national financier qui a décidé de poursuivre, d'instruire une plainte contre McKinsey. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter où les gens mettaient la photo d'Emmanuel Macron pour parler de cette affaire. C'est McKinsey qui est poursuivi pour fraude fiscale et l'affaire Paty, affaire Colonna, des plaintes contre l'État. On y revient dans un instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule à chacun. Christian, on va peut-être finir avec vous parce que ça va nous emmener justement sur les débats. C'est Arnaud Benedetti. Alors moi c'est un coup de pub, vous me permettez, voilà, je peux faire un coup de pub. Bon, une fois, je le fais rarement. Donc sur le prochain numéro de la revue Politique et Parlementaire, que j'ai l'insigne au plaisir de diriger, un numéro qui sera publié donc la semaine prochaine autour de la question des imaginaires, et notamment des imaginaires en politique, avec un très beau sommaire. Pierre Legendre, qui s'exprime très rarement parce qu'il est très âgé, qui nous a donné un très beau texte, Boualem Sansal sur l'Algérie, que nous avons eu le plaisir et le bonheur d'interviewer, Marcel Gaucher, Stéphane Rosès, enfin bon, un dossier très complet et qui s'intéresse qu'est-ce que c'est que l'imaginaire en politique. On pense souvent que finalement ce qui nous conduit à prendre des engagements politiques, c'est nos orientations socio-professionnelles, c'est parfois un certain nombre de valeurs, mais c'est aussi parfois la façon dont on se représente l'avenir, la façon dont on se représente la France. On voit bien qu'aujourd'hui le débat sur la France, sur l'identité de la France, c'est au cœur de cette campagne électorale, avec un certain nombre de candidats. Et donc c'est ce sujet-là qui, je crois, fait de ce numéro, je le dis, j'ai pas trop souvent l'habitude de le dire, mais c'est plutôt un numéro d'anthologie sur cette question et qui fera date à mon sens. Donc je le recommande bien évidemment à vos auditeurs. Oui, c'est vrai, depuis le temps que vous venez, voilà. donc on la trouve où, la revue parlementaire vous la retrouvez dans un certain nombre de librairies et puis également évidemment sur notre site, le site de la revue Politique et Parlementaire. Voilà. Jad Zahab, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule à l'ensemble de la classe politique, d'ailleurs moins celle qui est aujourd'hui aux responsabilités que toutes celles et ceux qui ont gouverné depuis 50 ans. Ça fait depuis les années 80 qu'on brandit la menace de l'extrême droite, sans qu'il n'y ait d'ailleurs de réelle menace, mais comme dans la chef de M. Seguin, aujourd'hui on n'a jamais été aussi proche de l'accession au second tour du clan nationaliste et populiste. Alors c'est évidemment renforcé par la normalisation, par la banalisation qu'a pu permettre Éric Zemmour de Marine Le Pen, mais aussi le fait que Valérie Pécresse et que la droite républicaine s'est droitisée. Et en fait, en une phrase, vous croyez demander la fille, vous aurez le père. Quelques éléments. Oui, c'est vrai que le programme s'est libéralisé, mais sur la dimension sociétale, c'est exactement la même chose. 4 exemples très rapides. Entre la promotion des libertés individuelles, le soutien à des mesures fortes pour promouvoir l'ordre et la loi, le RN préfère l'ordre et la loi, instauration d'une présomption légitime de défense pour les forces de l'ordre, lutte contre le terrorisme et loi d'exception. Le parti défend une assimilation identitaire qui est associée à un rejet massif de l'immigration. Jordan Bardella disait en 2021 « Ne venez pas comme vous êtes, mais devenez comme nous sommes », c'est-à-dire gommez qui vous êtes. La France, c'est l'identité française, blanche, judéo-chrétienne. Ça, c'est l'extrême droite, ce qu'il y a de plus classique. Le parti aussi, c'est lié à une lutte contre l'immigration, une lutte contre l'immigration de masse. Marine Le Pen avait même dit en 2016 sur les migrants syriens, chacun a de bonnes raisons de fuir la guerre, mais il y en a aussi qui combattent, soi-disant qu'ils restent chez eux et qu'ils soient assassinés. Et sur la laïcité, pas plus tard que ce matin, je crois sur RTL, Marine Le Pen a dit vouloir mettre en place une amende pour pénaliser le port du voile, et donc elle méprend, elle insulte même la loi de 1905. La laïcité, ça n'est pas la neutralité de la société, c'est la neutralité de l'État. Donc tout ça pour dire que, évidemment, moi je comprends qu'il y ait une lassitude démocratique, que Emmanuel Macron peut susciter des critiques, que les gens ont besoin d'un renouveau démocratique, mais n'oublions pas, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, et ça n'est pas une extrême droite moins dangereuse, c'est l'extrême droite de Marine Le Pen, et donc quand on va voter, du pouvoir, ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de Français qui
qui ont envie de voter pour Marine Le Pen. Bien sûr, mais je pense donc, aussi quand vous et dites surtout... ça, il y a une forme de mépris. Non, parce que je pense aussi et surtout qu'on dit... Non, je ne crois pas. Il y a un sondage ce matin, comme on voit un auditeur que je n'avais pas vu, près de 7 Français sur 10 souhaitent changer de président. C'est un sondage CSA, mais ça veut dire aussi quelque chose. On ne peut pas, ce que vous êtes en train de faire, ostraciser. Non, je n'ostracise pas, je dis simplement qu'on ait conscience de ce pourquoi on vote. Qu'on ne dise pas Marine Le Pen, c'est pas son père. C'est exactement son père, et c'est pire parce qu'elle fait semblant d'avoir changé alors que c'est exactement la même. Ensuite, si on veut voter pour, moi, pas de souci, je respecte le scrutin. Vous avez eu la gentillesse de mentionner le livre que j'ai écrit. Moi, je suis pour plus de proportionnel à l'Assemblée, je suis pour le scrutin, la souveraineté populaire, mais qu'on ne dise pas dans les éléments de langage, non, mais finalement, l'extrême droite, c'est pas si grave parce qu'elle a changé. Non, elle n'a pas changé, elle est même pire. Voilà, c'était mon coup de gueule. Coup de gueule de Geneviève Gotzinger. Oui, alors répondez si vous avez envie de répondre à Jade. Je vais répondre quand même. Effectivement, je suis d'accord avec vous, moi, sur la dangerosité de Marine Le Pen. Il n'y a rien à dire là-dessus, et aussi sur l'envie de changement. Mais on peut aussi reprocher aux autres candidats de ne pas avoir réussi à faire émerger une offre alternative à Emmanuel Macron qui ne serait pas Marine Le Pen. Et là, il y a une très grande responsabilité. Et on va venir à mon coup de gueule des partis traditionnels et des candidats des partis traditionnels. Absolument. Alors peut-être répondre à ce que disait Jade. Macron a beaucoup ménagé Marine Le Pen. Il ne s'en est pas occupé du tout depuis des semaines et des mois. Il commence à agiter la peur de l'arrivée de l'extrême droite, mais parce qu'il s'installait dans la problématique du face-à-face au second tour, et qui lui convenait tout à fait, Le Pen-Macron. Il était persuadé que ce face-à-face garantissait sa victoire. Exactement. Or aujourd'hui, il s'aperçoit que ce face-à-face ne garantit plus sa victoire. D'où le sauf qui peut, le feu dans la demeure. Exactement, c'est exactement ça. Oui, vous faites la même analyse. Moi, je suis toujours plus nuancé, c'est-à-dire que je considère qu'elle a évolué. C'est pas vrai. Je veux dire, aujourd'hui, dire que Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est pas la même chose. Sur les sujets sociétaux aussi. Non, mais quand elle parle de l'assimilation, je veux dire, l'assimilation, c'est le principe même républicain. C'est le principe de la Troisième République. C'est dire qu'il faut que les gens qui arrivent en France s'assimilent. Je veux dire, ce n'est pas une position d'extrême droite, c'est une position républicaine classique. Non, telle qu'elle a été pensée. Mais l'assimilation, c'est Jules Ferry qui, colonisant les populations, veut aller faire des Français en Afrique. C'est ça l'assimilation. C'est la Troisième République et c'est Jules Ferry. Non, le système colonial est un système inégalitaire. C'est pas la même chose. Mais la question de l'assimilation, c'est les gens qui viennent en France, qui adoptent les us et coutumes de la société française. C'est l'intégration. Non, c'est l'assimilation. De ce point de vue-là, je veux dire, ce n'est pas, quelque chose d'extrême droite. Elle a évolué. Le problème après de Marine Le Pen, c'est la question de sa crédibilité au pouvoir. C'est le problème de sa compétence. C'est le problème de ses solutions économiques. Je veux dire, on va avoir du mal quand même à faire penser aujourd'hui entre les deux tours que Marine Le Pen, c'est Hitler ou c'est Mussolini. Ce n'est pas vrai. Non, mais le Front républicain, ça appelle quand même à un certain nombre de références sur le plan historique. Donc ça va être extrêmement compliqué. Ensuite, moi, ce que je pense, en effet, c'est que de toute façon, il y a une responsabilité de l'ensemble de la classe politique, et ça, je suis d'accord avec vous, qui depuis maintenant des décennies ont abandonné quand même les classes populaires de ce pays. Les classes populaires, si aujourd'hui elles s'abstiennent ou si elles vont voter pour Marine Le Pen dimanche, ça voudra dire qu'il y a une faillite générale qui est portée à la fois par Emmanuel Macron, qui est portée par Valérie Pécresse, qui est portée par le Parti Socialiste. Donc il faut quand même à un moment donné s'interroger aussi sur les raisons pour lesquelles on se retrouve dans une situation de ce type. Je suis pas sûr que les formations politiques dites de gouvernement aient répondu depuis 30 ans aux aspirations des Françaises et des Français. Oui, on va marquer une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Nous débattons ensemble avec Jade Saad, essayiste et auteur de Retrouver la République, Christiane Villeneuve, journaliste politique, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de l'excellente revue politique qu'il faut lire ce mois-ci. Redites-le. Voilà, et vous avez publié le non moins excellent Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, qui est paru aux éditions du Cerf. L'affaire McKinsey, les affaires Paty et Colonna avec des plaintes contre l'État et J-3 avant le premier tour de la présidentielle. On revient sur tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Alors, on n'a pas eu votre coup de gueule, Geneviève, qui est dans la continuité de ce que disait Jade. Totalement. C'était contre François Hollande, parce que franchement, quand on connaît sa responsabilité dans la décomposition actuelle du Parti Socialiste et dans l'état de ce pays, la manière dont il a, je dirais,
un peu disqualifié la fonction présidentielle, en tout cas manqué de l'incarner, une vraie difficulté à l'incarner. Et qu'il songe aujourd'hui à revenir tel un sauveur, à essayer de refonder son parti, repartir à la base, se présenter aux législatives, alors qu'il n'a même pas été en mesure de se représenter à la dernière présidentielle. On se dit que franchement, c'est pas sérieux. Voilà, on n'a pas besoin de ça, on n'a plus besoin de lui. C'est certainement pas avec lui que le Parti socialiste se reconstituera et se reconstruira, si tant est qu'il se reconstruise tel qu'il a existé sur ses fondations antérieures. Mais en tout cas, parce qu'il veut vraiment se représenter aux législatives. Giscard l'avait fait, hein. Il laisse planer le doute. Et puis il avait envisagé de se lancer si Anne Hidalgo avait renoncé. Il y avait tous ses amis qui s'étaient mobilisés. Donc c'est vrai que vous avez raison. C'est un peu surréaliste. Il n'arrête jamais. Ils ne savent pas. En général, les politiques n'arrêtent jamais. Il peut exciper. Je me fais l'avocat du diable. J'en suis tout à fait conscient. Mais exciper le fait d'avoir été quand même le dernier président socialiste à avoir été élu. Donc d'une certaine manière, il a une forme de légitimité au sein du Parti socialiste encore. Est-ce qu'il est vraiment responsable de l'échec du Parti socialiste? Il est en partie responsable. Je suis d'accord avec vous. Représenté. Oui, parce qu'il a eu la sagesse de ne pas y aller. Il aurait peut-être été réélu, compte tenu du contexte. Macron aurait peut-être eu du mal à se présenter contre lui. On peut réécrire l'histoire. Souvenez-vous, il renonce, dans la chronologie, il renonce après l'élection, après la primaire de la droite, et où François Fillon est donné à ce moment-là gagnant à coup sûr. Mais est-ce que c'est pas une forme de démission à ce moment-là? Oui, peut-être. Quand même. On peut dire que c'est une forme de démission, d'autres diront que c'est une forme de sagesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas le seul responsable. C'est ce qu'on disait par rapport à justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Parti socialiste, depuis de très nombreuses années, s'est, j'allais dire, engouffré dans une impasse, notamment, encore une fois, de son lien avec les classes populaires, qu'il a complètement oublié. Souvenez-vous quand même, quand Mitterrand est élu en 1981, il a le vote ouvrier. Il ne faut jamais l'oublier. Il a le vote des employés. Aujourd'hui, je ne sais plus qui c'est qui vote pour le Parti socialiste, mis à part peut-être les centres urbains, et encore, j'en suis même pas sûr, parce que au résultat, vu les intentions de vote pour Madame Hidalgo, je crois que ça serait dû à quelques cellules du Parti socialiste. Alors, elle est soutenue par les ténors du PS, Lionel Jospin, François Hollande, Martine Aubry, Bernard Cazeneuve. Elle en appelle à voter pour la gauche du réel. La gauche, c'est nous. Elle invite les électeurs à faire mentir les sondages, et puis elle exhorte ceux qui ont quitté le PS à revenir vers leur famille d'origine. Un autre argument de défense pour François Hollande. Je le donne, il est comparatif. Il faut lui reconnaître qu'il soutient Anne Hidalgo. C'est l'ancien président, ancien premier secrétaire du PS. Il soutient une candidate qui est à 1,5% dans les sondages. Je connais un autre président dans un autre camp qui, aujourd'hui, ne soutient pas sa candidate. Donc, de ce point de vue-là, il faut reconnaître une forme de solidarité dans la difficulté et dans l'adversité à François Hollande, parce que c'est quand même pas évident aussi de venir soutenir une candidate qui est créditée de 2% dans les sondages. C'est vrai, mais il peut aussi estimer avoir été personnellement trahi par Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron a aujourd'hui derrière lui une large partie de la famille socialiste. On imagine mal François Hollande, à qui il a quand même flanqué un coup de poignard dans le dos, le soutenir. Oui. On passe peut-être à votre coup de gueule, Arnaud. Christian. Oui, un coup de gueule contre l'administration pénitentiaire, et en particulier contre l'ancienne directrice de la prison d'Arles. Celle-ci avait expliqué que l'assassin présumé d'Ivan Colonna était un détenu ordinaire. Or, hier, dans Le Monde, on a pu lire une page entière mettant en exergue que cet assassin présumé avait un passé très lourd, puisqu'ils avaient, pendant sa durée de détention, ils ont relevé pas moins de 29 agressions, agressions du type menaces de mort, menaces sur les surveillants, bagarre avec des co-détenus, prosélytisme islamiste. Donc, cette dame, qui est une haute fonctionnaire, a dissimulé la vérité. Ce qui, à mon avis, ne peut pas manquer de relancer ou de réveiller, si besoin de la colère des Corses et de la famille. Les Corses qui étaient hier ont manifesté très, très, très violemment. Mais il y avait eu cet article dans le Figaro la semaine dernière qu'on avait évoqué sur ces 10 rapports qui avaient été faits sur ce détenu
particulier sans qu'aucune mesure ne soit prise. On le sait de toute façon depuis l'agression dont a été victime Colonna. On sait très bien que c'était un détenu particulièrement dangereux, qui avait eu maille à partir avec un certain nombre de ses co-détenus, qui était connu pour des faits de violence, qui est un ancien d'Afghanistan, donc c'est quelqu'un qui était quand même particulièrement aguerri, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a un vrai sujet et un vrai souci. Et moi, ce que je peux vous dire, parce que je connais quand même un peu la Corse, et assez bien la Corse, c'est que ça suscite en Corse les plus grandes interrogations sur finalement les raisons pour lesquelles ce détenu s'est retrouvé dans cette prison auprès de Colonna. C'est-à-dire qu'en effet, beaucoup de gens se posent des questions. Quand on lit, vous voulez dire peut-être complotisme en disant en fait il y a des thèses qui aujourd'hui circulent selon lesquelles finalement il s'est pas retrouvé là par hasard. Alors si vous voulez, bon, je crois qu'il va falloir quand même qu'à un moment donné tout cela soit clarifié et assez vite. Oui, on parlera de ces plaintes. Je voulais vous faire réagir. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de l'ambassade de Russie où on voit des journalistes, des caméras penchées sur un petit chat et la légende est lieu de tournage, ville de Boutcha. C'est un tweet, vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu, j'ai vu hier. Jean-Yves Le Drian a convoqué l'ambassadeur de Russie. On se demande pourquoi il n'est pas directement renvoyé dans son pays après ce tweet qui ironise en quelque sorte. Est-ce que ça signifie? Oui, et Clément Beaune a d'ailleurs réagi tout de suite, je crois, hier soir en disant que c'était indigne, que c'était une honte toute bue. Enfin, oui, mais on voit bien qu'on est dans une guerre de l'image, une guerre de la communication et que la Russie utilise tous les canaux de communication possibles, imaginables, tout simplement parce que je crois qu'elle a perdu la guerre des opinions publiques européennes et que les réseaux sociaux sont devenus un lieu de propagation de ces images. C'est image contre image, vérité contre vérité. Et la Russie, et ce tweet est absolument indigne parce qu'il laisse à croire que finalement la mise en scène atroce de Boutcha serait une mise en scène, ce qu'elle n'est évidemment pas. Les Nations Unies se sont saisies du dossier. Enfin, moi, je trouve que la réaction française la diplomatie française est bienvenue. Mais ensuite, pourquoi est-ce qu'on continue à dialoguer avec l'ambassadeur? Parce que, hélas, la diplomatie s'est parlé à ses amis, mais sans doute aussi d'autant plus à ses opposants. Je ne vais pas dire les ennemis, parce que le peuple russe, c'est pas notre ennemi, mais il y a une volonté de continuer le dialogue. Il y a une trentaine de diplomates russes qui ont déjà été expulsés. Là. Ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, elle a perdu l'opinion publique européenne, mais malheureusement pas l'opinion publique mondiale. Et on a le sentiment aujourd'hui, mais même africaine, même sud-américaine, on a l'impression quand même d'un très grand isolement de l'Occident et des pays de l'OTAN dans cette guerre. Et ça, c'est quelque chose d'assez angoissant, avec une tentation, une propension au complotisme, notamment dans certains pays amis d'Afrique, qui moi m'inquiète gravement en fait. Oui, tout à fait. Les Russes sont très présents en Afrique. Bien sûr, de plus en plus. Donc la guerre entre la France et la Russie, la guerre d'influence, se joue aujourd'hui sur ce continent, mais on s'aperçoit que malheureusement, à la faveur de ce conflit et de cette agression caractérisée, la Russie marque des points auprès des opinions publiques africaines. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir. Moi, j'avais un coup de gueule sur nos services publics, une fois n'est pas coutume, mais hier, on a évoqué tout au cours de l'émission ces agressions contre des policiers, c'est-à-dire que les policiers aujourd'hui qui ne font plus peur, qui sont agressés régulièrement, donc peut-être pas suffisamment nombreux, suffisamment armés. Je voulais vous raconter aussi deux histoires. L'une, c'est une plainte qui a été déposée par une jeune femme contre un conjoint violent. Elle a été prise en charge par une association. Et le conjoint a retrouvé cette personne, est allé pour la menacer de mort à nouveau. Donc on dit que les choses se sont améliorées. J'en appelle à Marlène Schiappa. Réponse du commissariat. On n'a pas eu le temps de transmettre, c'était il y a 10 jours, la plainte au commissariat de la ville d'habitation de l'homme en question. Donc je comprends. Je pense que les commissariats envoient des queues pour les procurations, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette femme est en danger de mort. Il a essayé de l'étouffer avec un oreiller. Et puis deuxième dysfonctionnement dont on n'a pas beaucoup parlé pendant la campagne malgré tout, c'est l'hôpital. L'hôpital qui est en chaos total. Il y a un article dans le Canard enchaîné que je vous encourage à lire où plusieurs services de l'hôpital Georges Pompidou, qui est quand même l'hôpital européen Georges Pompidou, qui ne pratique plus certaines opérations parce qu'il n'y a pas d'infirmières de bloc disponibles et que celles qui sont là sont des infirmières qui ont 72 ans, qui sont retraitées et qui sont revenues. 72 ans. 72 ans, les deux infirmières qui sont aujourd'hui dans un des blocs. Et plus grave, c'est que cet homme qui a été tué à Sevran par un policier est arrivé à Pompidou. Il s'est passé un quart d'heure
et qu'il n'a pas pu être pris en charge parce qu'il n'y avait pas de bloc pour l'opérer. Et donc, ils l'ont envoyé à la Pitié. Donc, il y a eu une perte de temps totale. Hier, je connais quelqu'un qui avait besoin d'un médecin, SOS médecin indisponible. Les urgences médicales de Paris, 8 heures d'attente, et quelqu'un qui va aux urgences attend entre 6 et 8 heures et reste sur un brancard toute la nuit parce qu'il n'y a pas de chambre. Ça, c'est à Paris. J'imagine que la province, c'est encore pire. Il y a des hôpitaux. Quand il y a des hôpitaux, comment on en est arrivé là? Comment cet hôpital est en train de s'effondrer? On tient en mettant les bras c'est des rustines et il ne se passe rien. Donc que devient le service public? Oui, non. Et c'est vrai, c'est que ces questions de vie quotidienne ont été peu traitées pendant ces campagnes électorales. Bien sûr, personne ne s'est emparé de la question de l'hôpital, personne ne s'est emparé réellement de la question de la sécurité. Avec des étonnant, parce que la question de l'hôpital, c'est la question de la santé. On sortait d'une crise sanitaire. Absolument. Ça a été quand même la première préoccupation des Français pendant 2 ans. Et ça reste la première, quand Frédéric Dabi dans le sondage, première préoccupation, la santé. Donc, et le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat et santé, effectivement. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant, faire le point à J-3 avant ce premier tour de la présidentielle. Les débats avec vous sur Sud Radio. On continue nos discussions et J-3 avant le premier tour de la présidentielle. Dans le dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, Emmanuel Macron reste à 27%, mais Marine Le Pen monte un petit peu plus chaque jour, 23,5. Jean-Luc Mélenchon a gagné 1 point également, 17,5. Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont à 9%. Macron désormais attaque systématiquement l'extrême droite. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Valérie Pécresse, elle nous dit cette campagne a été volontairement escamotée. Le président sortant a fui les débats et son scénario cynique était écrit d'avance. Il veut un face-à-face avec les extrêmes. C'est ce qu'elle a donc déclaré hier. Depuis janvier, je suis la femme à abattre parce qu'il n'était pas question pour Emmanuel Macron d'avoir face à lui une droite authentique, assumée et porteuse d'un projet de rupture puissant. Bon, elle peut aussi s'en prendre à elle-même, pardon. Oui. Enfin, bon, c'est vrai qu'elle aurait pu incarner une alternative à Emmanuel Macron, une alternative solide, une alternative moins dangereuse, enfin pas dangereuse d'ailleurs, enfin une vraie alternative crédible, mais elle a mené une très mauvaise campagne, elle a un évident problème oratoire, elle a été lâchée par les principaux ténors de son parti. Nicolas Sarkozy montre à l'inverse une très grande faiblesse envers Emmanuel Macron, donc bon, il y a eu tout un faisceau de choses qui ont contribué à faire qu'aujourd'hui... je crois que la Macronie, pour parler globalement, il y a 3 mois... Premier objectif, déconsidérer Pécresse. Donc, ils ont focusé, ils ont axé toutes leurs attaques sur Pécresse. Elle était dangereuse. Et ben exactement. Je n'avais pas tort quand on disait qu'elle avait une vraie chance de pouvoir, qu'elle était sans doute la seule à pouvoir battre le président. Ouais. Voilà. Donc après, c'est vrai, elle a été lâchée. Et des candidats qui n'avaient pas un art oratoire spectaculaire, tel Chirac, ont quand même réussi à percer. Ouais, enfin, il était président d'un parti incontestable, il avait une expérience de terrain incontestable, il avait tout un parcours politique derrière lui. Il n'avait pas la même trajectoire, je suis d'accord. Et puis l'effet du premier meeting c'est le Zénith. Le Zénith a été... Elle avait dévissé avant, C'est-à-dire que le Zénith a précipité le dévissage, mais elle avait dévissé. Parce que quand vous regardez, finalement, elle a quelques sondages favorables juste quand elle est désignée au Congrès. Là, en effet, même elle peut l'emporter face à. Il y a même un ou 2 sondages qui la donnent devant Emmanuel Macron, et ensuite ça s'effrite assez vite. Alors, je pense qu'elle hérite aussi d'un parti qui a eu du mal à se positionner, parce que c'est vrai qu'elle est responsable. Je suis d'accord avec Geneviève, mais il y a aussi quand même l'héritage d'un parti qui n'a pas trouvé sa place et son offre politique. Elle n'a pas été aidée. Je pense que elle n'a pas été tellement lâchée. On parlait d'Anne Hidalgo tout à l'heure. Il y a quand même 2 partis politiques, qui sont le Parti Socialiste et LR, qui n'ont pas travaillé sur leur projet pendant toutes ces années, qui n'ont pas réussi à revoir leur corpus idéologique, leur offre
aux Français. Et en fait, il le paye aujourd'hui très lourdement. Mais c'est le même un peu syndrome que François Hollande qui n'a pas pu se présenter. C'est la primérisation de cette vie publique qui a détruit les partis politiques. Et même si, en effet, elle est arrivée devant Éric Ciotti au premier tour de quelques voix. Et non, Éric Ciotti était en tête d'ailleurs. C'était ce que Marine Le Pen, c'est la seule fois d'ailleurs que je la citerai, avait mentionné les 4 quarts de la primaire. Au lendemain de sa nomination comme candidate, elle était confrontée à un parti éclaté avec une partie qui va dans la droite un peu plus dure d'Éric Zemmour et une autre qui va chez Macron. Et donc elle n'a pas réussi à faire cette synthèse-là, mais qui à mon avis est une synthèse impossible. Mais surtout, elle est très mauvaise. Elle est inaudible. Et en effet, la droite républicaine, qui n'a plus grand-chose de républicain d'ailleurs, n'a pas réussi à travailler. Et donc on peut pas revenir en disant on va faire travailler plus pour gagner plus, on va faire plus de sécurité. Enfin voilà, c'est inaudible et c'est dommage parce que la démocratie a besoin de partis politiques forts. La Constitution dit que les partis concourent à la vie démocratique. Ben là, on voit bien que c'est plutôt l'inverse. Il faut le regretter. Valérie Pécresse a été mauvaise, mais pour la démocratie, c'est une mauvaise chose qu'on n'ait pas des partis politiques capables d'animer le débat. Et on peut pas juste dire que c'est la faute d'Emmanuel Macron et de la guerre en Ukraine. Comment vous expliquez le cas Jadot? Alors je vais vous citer également Yannick Jadot qui dit ce qui se joue ce dimanche est un vote de civilisation, c'est nous qui le portons, et Jean-Luc Mélenchon ne le porte pas. Nous voulons sortir total de Russie avec les écologistes. Nous ne transigerons pas sur ces grands sujets, sur ces grands combats. Si les Françaises et les Français dimanche ne mettent pas un bulletin écologiste, il n'y aura pas le climat dans le prochain quinquennat. On ne protégera pas les oiseaux, les animaux. Il n'y aura pas de combat contre la régression sociale. Il y a un autre aspect dans une élection présidentielle, et on le sait bien tous autour de cette table, c'est la capacité à incarner la fonction. Absolument. À un moment donné, il y a quand même une affaire de charisme dans l'élection présidentielle sous la Ve République. Force est de constater que Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en pense, il est aujourd'hui plus charismatique que M. Jadot. Et quand on le voit dans un meeting, c'est vrai qu'on l'écoute, on l'entend. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais en tout cas, il attire l'attention. Il capte, je veux dire, à un moment donné, l'attractivité du public. Donc, indéniablement, c'est un tribun. Et de la même manière, pour d'autres candidats, on voit que les candidats qui aujourd'hui sont quand même les mieux placés, je ne les citerai pas, sont ceux qui, d'une certaine manière, ont fait preuve de la meilleure capacité à incarner la candidature. Je ne dis même pas la fonction, la candidature et l'expérience. Et qui ont une expérience des campagnes. Voilà, ce sont ceux qui se représentent. Le deuxième et le troisième se représentent. C'est leur troisième campagne. Il y en a 7. Oui, mais aussi bien Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même leur troisième campagne. Donc il y a une expérience de la campagne électorale, et c'est vrai qu'il y a cette capacité plus grande d'incarnation de la fonction qu'on n'a pas chez Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou Yannick Jadot dont vous parliez à l'instant. Si vous voulez, il y a d'un côté un qui incarne l'énergie, c'est le sortant, indéniablement. Il y en a une autre qui incarne quand même la proximité. On voit que là-dessus, elle est très forte, je veux dire, dans la campagne de terrain qu'elle mène. Elle est capable, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à mon avis, elle est peut-être en dynamique. Et il y en a un autre qui est un tribun exceptionnel et qui a une capacité, en effet, à un moment donné, à soulever une partie des foules et du peuple de gauche. Voilà. Mais ce qui est intéressant, en 30 secondes, pour réagir à ce que vous disiez, je suis évidemment d'accord avec vous, mais j'ai la sensation que chacun des camps se parle à lui-même. La gauche se parle à elle-même, les candidats se parlent entre eux, se répondent entre eux pour savoir qui va représenter la gauche. La droite parle à la droite, ceux qui veulent rassembler la droite, alors peu importe comment on l'appelle, et personne mais peut-être que je suis naïf et je revendique cette naïveté, je ne vois aucun candidat s'adresser à la France de manière générale, indépendamment des partis. Je ne suis pas en train de dire il faut dépasser la gauche et la droite ou il faut faire du en même temps. Vous voyez à qui je fais référence, mais je ne sens pas dans le discours politique qu'on entend dans cette campagne, elle-même est inaudible et peu présente, je ne ressens pas cette envie d'incarner une citoyenneté globale, de parler à tout le monde. Je ressens les deux camps qui chacun sont tournés vers eux-mêmes. C'est le principe du premier tour d'une élection présidentielle. Mais c'est dommage quand même d'appliquer cette capacité à refaire société à une époque, alors qu'on a eu les gilets jaunes, qu'on a eu la pandémie. On aurait pu avoir, et moi j'ai un regret puisqu'on est à J-3 du premier tour, cette campagne n'aura pas servi à faire ce que moi j'appelle la catharsis démocratique nécessaire dans toutes les sociétés au moment d'une élection. Et je crains que, on verra les niveaux d'abstention. J'espère que l'abstention sera la moins élevée possible et que les gens iront se prononcer, parce que sinon on court peut-être un prochain quinquennat difficile du point de vue de la gouvernance. C'est marrant comme les auditeurs, ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. On sent que cette émission est une propagande macroniste. On tombe sur tous les partis d'opposition. Je pense qu'on a dit un certain nombre de choses sur Emmanuel Macron, que sa campagne était nulle. Et voilà, c'est marrant l'interprétation. Quid de
Fabien Roussel, bonne campagne, qui renouvelle le Parti communiste français. Il est présent, on ne le connaissait pas. Il a réussi à faire une percée, même s'il reste assez faible tout de même. Mais il est dans les 4-5% dans les sondages, entre 3 et 5. Son principal atout, c'est d'être sympathique. Il est sympathique. Voilà. C'est une campagne positive. Mais la France heureuse, si vous voulez, dans le contexte actuel de sinistrose, les jours heureux, dans le contexte actuel de totale sinistrose, de dépression collective. Des engagements sur la laïcité, il a pris un certain nombre de... Sur le nucléaire, il a été courageux. Oui, il a été courageux sur le nucléaire. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon aussi a essayé de s'adresser à plus qu'à son parti. Il a vraiment élargi son discours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian Villeneuve. Il a d'abord beaucoup tempéré. Oui. Et dans le fond et dans la forme, et sur la forme. Et puis effectivement, il s'est présenté un bon père de la République quand même. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, non, il a. Non, vous n'êtes pas d'accord? Je vois tout à fait. Non, mais la force quand même aussi de Mélenchon, il faut qu'il reste un peu clivant, parce que s'il veut, d'une certaine manière, réussir à attirer, disons, il y a un besoin de radicalité qui s'est exprimé à gauche depuis maintenant un certain nombre d'années, parce que justement, la gauche a été considérée comme une gauche qui a trahi à la fois son électorat et ses valeurs. Donc, il faut qu'il arrive à exprimer ça. Et c'est vrai qu'il arrive, il fait une forme de en même temps, d'une certaine manière, à sa façon, qui est très mélenchoniste. C'est-à-dire qu'en effet, il a moins d'aspérité, peut-être, parce qu'il est moins agressif. Parce qu'il était quand même très agressif durant tout ce mandat, on peut le dire. Et en même temps, quand même, il reste sur des positions qui sont des positions de gauche qu'on peut difficilement contester. Enfin, on peut contester ses propositions, mais il est vraiment de gauche. Voilà. Bon, on marque une pause, on continue à débattre avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. Les débats avec vous, avec Christian de Villeneuve, Arnaud Benedetti, Geneviève Gotzinger et Jad Zahab. Petit tour, donc avant ce premier tour dans 3 jours de la présidentielle. Vous me disiez pendant la pub, Christian de Villeneuve, qu'il fallait dire que Anne Hidalgo n'était pas si mauvaise que ça. Oui, moi je trouve qu'on est très sévère avec elle, parce que ses discours se tiennent, et que le fait qu'elle soit entre 1,5 je crois et 2% reste pour moi inexplicable. Voilà. Ouais, inexplicable. Surtout, elle a des soutiens des anciens premiers ministres, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais elle a, on l'a dit ici, une force. Il faut être très fort quand on se prend tout ce qu'elle s'est pris dans la figure. Tous les politiques, c'est un métier difficile. Pécresse aussi. Il n'y a pas que les femmes. Mais inexplicable. La social-démocratie, pardon. Le vote social-démocrate est aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Oui, mais quand on voit le score, je suis d'accord, mais quand on voit le score du PS au régional, au municipal, qui est un score tout à fait honorable, de là à ramener ce score à 2%. Les gens ne votent pas pour le PS, là. Ils votent pour le sortant. Ce que vous dites sur le PS est vrai pour les Républicains également. Oui. Les Républicains, vous voyez bien que les Républicains ont résisté largement sur le plan local, comme le PS. D'ailleurs, vous avez 2 scènes politiques aujourd'hui en France. Vous avez la scène politique locale, où vous avez les anciens partis, qui eux, par contre, maillent très bien le territoire et quand même l'emportent dans toutes les élections. Et puis vous avez la scène nationale, où vous avez d'autres offres politiques. Ce qui va rendre très intéressant les législatives. Alors, ce qui va rendre tout à fait d'accord, intéressant législatif, parce que là, c'est quand même un angle mort. Complètement. Absolument. Mais il faut louer le courage d'Anne Hidalgo de continuer cette campagne, malgré les scores. Alors évidemment, ce sont des sondages. Nous, on croit à la souveraineté populaire et les gens voteront et peut-être qu'elle sera au second tour. Et d'ailleurs, dans les émissions qu'elle fait, on lui pose la question: que feriez-vous si vous étiez élu Monsieur Menucci a dit ça il y a 3 jours, j'ai entendu. Il a dit il y a 40% d'indécis, donc on ne sait pas. Et je ne sais combien d'abstention, donc ça se trouve, elle sera au second tour. Peut-être qu'Anne Hidalgo aura 40% au premier tour. Peut-être, on lui souhaite en tout cas. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'elle a du courage face à la situation. Ça serait pas bon pour les instituts de sondage. En effet, mais voilà, c'est cette difficulté de la gauche à se réinventer. Ça explique qu'on disait à l'instant l'implantation des partis traditionnels, le fait qu'elle ait tout de suite eu ses parrainages et beaucoup plus, parce qu'en effet, ce sont des partis de notables, des partis d'élus locaux. C'est très bien les élus locaux, et en effet, peut-être que pour les législatives, ça se ressentira. Mais cette gauche-là, moi, je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure, n'a pas travaillé, n'a pas proposé véritablement d'alternative à Emmanuel Macron.
Macron pendant 5 ans et penser simplement que le coup de on va se présenter contre le sortant suffira. Donc du courage de maintenir sa candidature parce que ça doit pas être évident, mais malgré tout une forme d'échec, sans doute moins le sien que celui de sa formation politique, mais c'est dommage de voir ce grand parti politique de Mitterrand aujourd'hui à moins de 5%, donc frais de campagne pas remboursés, et donc c'est là que ça posera la question des législatives et du financement du parti. Pour la première fois, le Parti communiste, la première fois depuis François Mitterrand, le Parti communiste qui va repasser, qui risque de repasser devant le Parti socialiste. Alors on parle de tous les candidats, on est obligé de parler de tous les candidats. Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui continue, qui fait des meetings, troisième et dernière campagne a-t-il dit, et donc lui veut s'attaquer à la fraude fiscale. Chaque année, il dit nous pourrions récupérer une tranche de 5 milliards d'euros pour financer un tel projet. Il compte s'attaquer à la lutte contre les fraudes sociales, notamment celle à la carte vitale, au faux numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Il estime qu'il y a 6 à 7 millions de faux numéros, et donc grâce à cela, on peut récupérer de l'argent, et c'est pour lui des personnes étrangères, évidemment, qui se seraient affiliées à la sécurité sociale en déjouant le système de vérification des documents, et il entend donc récupérer 20 milliards d'euros. C'est sa dernière sortie. Il est allé, vous l'avez vu aussi, avec son caddie dans un supermarché parce qu'il voudrait un panier de produits de minimum vital, en gros, qui serait sans TVA. Donc il continue ses campagnes. Voilà. Et c'est une réserve de voix incontestablement pour Marine Le Pen au second tour. Nicolas Dupont-Aignan, effectivement. Absolument. Qui avait fait alliance avec elle d'ailleurs la dernière fois. Absolument. On verra si elle acceptera ou non son soutien. Mais bon. Oui, ça va être intéressant de voir cela. Nathalie Arthaud également. On peut parler de Nathalie Arthaud. Troisième candidature, candidate anticapitaliste. Alors elle veut changer tout le système. Ma priorité, c'est que le monde du travail réalise que si on laisse décider ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, le grand patronat, eh bien voilà, nous serons les éternels sacrifiés. On voit déjà les problèmes des bas salaires, dit-elle. On voit le problème de cette flambée des prix. On voit le problème des petites retraites. Mais en plus, maintenant, s'ajoute la guerre et tous les sacrifices qu'on va nous faire avaler à cause de cette guerre en Ukraine. Je pense qu'il va falloir se préparer absolument à se défendre, à riposter, à dire que nos intérêts élémentaires de travailleurs doivent être respectés. Et ça, on doit et on peut le dire avec ma candidature. Ne pensez-vous pas qu'il y a trop de candidats ? Si, c'est ce que je vous disais. Oui et non. Je pense qu'il y a trop. Enfin, moi, ça me surprend pas d'une certaine manière. Évidemment, je suis pas du tout d'accord avec la citation que vous venez de faire de Nathalie Arthaud. Elle a dit notamment, entre autres, que c'était la faute de l'OTAN s'il y avait la guerre actuellement. Donc, indépendamment des désaccords que je peux avoir avec elle, c'est une façon très saine de voir que notre démocratie fonctionne, qu'il y a une offre politique qui existe. Je suis pas d'accord avec elle, mais tant mieux qu'elle puisse s'exprimer. J'aime pas d'ailleurs l'expression, enfin, on l'utilise tous, c'est moi le premier, petit candidat. C'est une candidate au titre de la Constitution, et donc elle a le droit au respect et à la parole. De la même manière que j'aime peu aussi la notion de vote utile. Tous les votes sont utiles. Il n'y a pas un vote plus utile qu'un autre. On vote pour des convictions. Alors, et bien sûr que notre système représentatif doit changer, mais c'est bien que. Alors, il y a des candidats qu'on voit tous les 5 ans, mais sa prise de parole correspond à son camp. On reconnaît celle d'Arlette Laguier, c'est un petit peu le même discours. On pourrait dire la même chose de Philippe Poutou. Je suis en désaccord complet avec elle, mais c'est rafraîchissant de voir aussi des femmes et des hommes qui n'ont pas fait de la politique leur métier. Et voilà, elle a un travail. Philippe Poutou aussi, il est ouvrier. Enfin, je crois qu'il a perdu son emploi. Ce sont des gens qui s'intéressent à la politique sans en avoir fait leur vie. Et d'une certaine manière, c'est rafraîchissant, même si je suis pas d'accord avec elle. Je suis sceptique sur la nécessité d'avoir 2 candidats trotskistes et 3 candidats d'extrême droite. Voilà. Ben ça, c'est leur problème. Après. On va pas réguler. Les rapports de force politiques qui se régulent par eux-mêmes. Là, il y a une sorte de main invisible, je veux dire, dans le marché politique aussi qui existe. Moi, ça me choque pas. 12 candidats, c'est pas non plus. On a eu des élections où il y en avait beaucoup plus d'ailleurs au demeurant. Donc, à partir du moment en plus où il y a quand même le barrage des 500 signatures, parce qu'il faut aller chercher les 500 signatures. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même une forme de légitimité déjà, parce que tout le monde ne peut pas avoir 500 signatures d'élus pour être candidat à une présidentielle. Donc, ça veut dire qu'ils représentent malgré tout. Certaines signatures ont été données. Le système a été faussé avec cette espèce de bourse aux candidatures de François Bayrou. Mais tous ne l'ont pas eu. Totalement faussé. Tous ne l'ont pas eu. Mais enfin bon, on peut considérer qu'ils expriment des courants et des sensibilités politiques qui sont installés dans la vie publique française depuis de très nombreuses années. Et de toute façon, le trotskisme, on sait que le trotskisme est très fractionné depuis très longtemps. LO et la LCR, ça existe depuis les années 60. Le nouveau parti anticapitaliste, on dit. Oui, mais voilà. Et
Éric Zemmour, donc qui continue sa campagne, qui dit qu'il sera au second tour, ils disent tous ça. Hein, il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire autre chose. Lui, il a un peu décroché dans les sondages. Il a malgré tout essayé de reprendre sa campagne en soutenant. Alors, est-ce que ça a été un coup de com' pour vous, l'histoire de Jérémy Cohen? Est-ce qu'il a voulu faire Le récupérer. Le récupérer, oui. À l'image de ce qui s'était passé avec Papivoise, en 2002, là. Mais Marine Le Pen a fait la même chose, hein. Elle a essayé de récupérer l'affaire aussi. Tous les deux. Bon, mais c'est vrai que on n'a pas eu encore dans cette campagne. Il n'y a pas eu de débat. Dans cette campagne présidentielle, on n'a pas eu de débat sur la sécurité, quasiment pas. Ouais. Enfin, si, quand même, toute la première partie de la campagne, c'était quand même essentiellement les enjeux sécuritaires et régaliens. La montée en dynamique de Zemmour à l'automne, on voit bien que la question, c'est la question. C'est la pré-campagne. C'est l'immigration. C'est deux choses différentes. C'était les enjeux régaliens, disons, très rapidement. Il y avait immigration, sécurité, il y avait tout un ensemble de sujets. La sécurité et l'immigration, c'est quand même. Oui, mais la difficulté, c'est quelque chose. La réalité, c'est que Zemmour, lui, faisait le lien. Donc, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas parlé de la sécurité. Moi je pense que le vrai sujet aujourd'hui en effet c'est la question économique, comme très souvent dans une élection présidentielle. C'est ce qui va déterminer le vote des gens, fortement. Oui, absolument. D'ailleurs, et on voit que c'est ce qui risque d'être le pouvoir d'achat et ce qui va être dimanche aussi peut-être faire mentir les sondeurs. Peut-être que lundi matin ce sera haro sur les sondeurs. Peut-être, mais c'est ça qui va être intéressant. Mais j'ai noté un changement de discours d'Éric Zemmour. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Il a dit qu'il se voyait au second tour et que s'il ne gagnait pas au second tour, il serait à minima le chef de l'opposition. Et donc ça, c'est un discours nouveau. Est-ce qu'il va se présenter aux législatives? Est-ce qu'il se voit député? J'en sais rien. Ce qui est certain sur sa campagne, c'est qu'il a fait le pari de ce clan populiste nationaliste qui mélange la sécurité, l'islam, l'intégration. Il a réussi un temps, mais aujourd'hui, et moi je me réjouis qu'il n'ait pas réussi, évidemment. Je ne parle pas avant les élections et j'espère qu'il ne réussira pas. Mais son projet est un projet de fracturation, est un projet de division et il est le meilleur allié de Marine Le Pen parce qu'il lui offre un réservoir de voix. L'extrême droite, alors on parlait de Nicolas Dupont-Aignan, mais jamais il y a eu près de 10% de réservoir de voix pour l'extrême droite au second tour. Et donc il est dans cette dynamique-là. Et donc je crois qu'en effet que c'est une très bonne chose qu'il soit aussi faible. Mais malgré tout, si vous comptabilisez Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez presque 30%. J'ai presque envie de mettre Valérie Pécresse dedans. Vous avez 30-40% de gens qui votent pour l'extrême droite. C'est une faiblesse relative pour quelqu'un qui est une nouvelle marque politique. Parce que c'est quelqu'un qui n'existait pas politiquement il y a encore 6 mois. Et qui en 6 mois a réussi malgré tout à capitaliser 10 à 11, enfin entre 9 et 11% des intentions de vote, qui a réussi à mettre en place une formation politique avec des militants. Et à donner le tempo de la campagne. Et à produire l'agenda politique. Au début, plus maintenant. C'est pour ça que c'est inquiétant. Ce qui se joue quand même, c'est effectivement la recomposition à la fois à droite et à gauche au lendemain du 24 avril. À partir du 25 avril, la grande question, ça sera ça. Après, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le vote utile et sur les sondages. Les sondages jouent quand même un effet d'accélération aujourd'hui en faveur des gros candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que finalement, les électeurs se positionnent dans ça accélère le vote utile. Vous vous dites au moment d'aller voter, finalement, je me sens plutôt socialiste ou je me sens plutôt LR. Mais finalement, mon objectif aujourd'hui, ça va être de faire, si je suis LR ou socialiste, de faire éventuellement barrage à Marine Le Pen. Donc, il faut peut-être voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Parce que pour qu'il y ait un différentiel le plus grand possible au premier. Et finalement, ça pénalise des candidats qui représentent des courants d'opinion forts et ça a un effet démultiplicateur de voix au profit des gros candidats. Et c'est pas terrible. Ça pose un problème démocratique quand même. On dit toujours que les sondages sont une photo. En fait, ils sont beaucoup plus qu'une photo. Ils sont acteurs de la campagne. Et
moi, quand je dirigeais le Parisien, les sondages étaient interdits la dernière semaine, la dernière semaine avant les élections. Oui, ça a changé. Et moi, j'étais furieux contre cette loi, et maintenant, je suis en train de me dire que finalement, c'était pas forcément une mauvaise loi. C'est un vieux sujet. Ils participent à construire l'opinion publique. C'est évident. Il y a un rapport de force des uns par rapport aux autres. Ils impulsent les dynamiques. Et on voit que là, il y a des dynamiques qui sont en train de voir le jour, ce qu'on appelle la cristallisation. Ce qu'on appelle le phénomène de cristallisation, ce n'est rien d'autre que les sondages qui contribuent fortement à ce phénomène de cristallisation. Parce qu'on a entendu des gens dire je vais voter Zemmour, Le Pen, Mélenchon au premier tour pour montrer mon mécontentement, et qui, voyant les sondages, finalement sont influencés en se disant finalement je vais peut-être voter Macron tout de suite. Exactement. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. De croisement des courbes. C'est ça. Voilà. Mais on verra, parce qu'Emmanuel Macron a joué un drôle de jeu en voulant enjamber ce premier tour, en étant certain d'arriver au second tour. Je pense qu'il y a eu une sous-évaluation collective, alors évidemment du côté de chez Macron, mais aussi des commentateurs, et parfois d'un certain nombre de soutiens d'Emmanuel Macron, sur quand même une forme d'antimacronisme très fort qui continue à persister dans le pays. Donc ça, c'est une réalité et qui peut se manifester aujourd'hui dans les tendances sondagières, on le voit bien. Bien sûr. Et donc ça, on va le mesurer de son très vite dimanche. Est-ce que le second tour sera ou non un référendum anti-Macron? Ça va être la question à partir de lundi prochain. Tout sauf Macron, est-ce que le Front républicain va encore jouer ou pas? Voilà, c'est toutes les questions qui se... Est-ce que les électeurs qui ont voté Zemmour se reporteront sur Marine Le Pen? Toutes les études aujourd'hui montrent que 90% se reportent. Il a dit tellement de monstruosités sur c'est toujours comme ça. Oui, mais quand même. Vous avez une expérience que vous savez. L'histoire politique est lourde de... Mais il n'y aura peut-être pas cet appel au Front républicain. Je pense que qui n'avait pas eu d'ailleurs en 2017. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je crois plus de la moitié pourraient aller voter pour Marine Le Pen. Donc il y a quand même une porosité. Aller voter et où s'abstenir. Alors il y en a, je crois que c'est 50% qui vont s'abstenir, et vous avez 25 qui se partagent. Mais c'est vrai que c'est une déperdition pour Emmanuel Macron. En 10 secondes, vous parlez de l'abstention. Je crois que ça va être aussi ça le vrai fait politique. Alors, hélas, on s'est habitué à cette normalisation de l'abstention. On dit à chaque fois, c'est le premier parti de France. On en a pris la triste habitude. Mais l'abstention, moi, je pense qu'il faudra impérativement et dans la révision constitutionnelle, si elle a lieu, travailler sur la prise en compte du vote blanc, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une abstention active. C'est je vais faire passer un message en m'abstenant, et ça je pense qu'il faudra faire un vrai travail, et l'abstention va aussi influencer le résultat et les qualifier au deuxième tour. Et donc pour moi c'est un vrai enjeu, et ça permet d'appeler évidemment le plus grand nombre à aller se prononcer, parce que c'est un enjeu démocratique, ce qui ne veut pas dire que qu'on n'est pas satisfait par l'offre politique, mais les candidats sont ce qu'ils sont, et voilà, il faut y aller. Pardon pour ce moment un petit peu naïf et niais, mais moi je crois à ça, et donc la participation citoyenne dimanche me semble absolument nécessaire vu les enjeux. Oui, un auditeur me dit non, plus de Front républicain, abstention, oui, vote blanc, et je n'ai toujours pas reçu les professions de foi. Moi non plus. Moi non plus, alors que... c'est pas normal d'ailleurs. Non, ce n'est pas normal, absolument, mais bon, c'est possible, c'est disponible en ligne, mais c'est quand même pas normal. Je crois que c'est une société privée qui oui, absolument, c'est ça, c'est une société... On va en parler, transition. Allez, à tout de suite, forte transition, à tout de suite. Petite précision que m'apporte Christine Bouillot. Elle a enquêté sur les professions de foi. Donc c'est la Poste. Donc elles doivent arriver au plus tard la veille du scrutin. Donc vous avez encore 3 jours pour les recevoir. Ce sont les préfets qui ont géré les mises sous pli en choisissant leurs prestataires. Alors soit des fonctionnaires comme en Aveyron, soit la Poste comme dans l'Aude, soit des prestataires extérieurs dans d'autres cas. Et elle me dit que c'est plus compliqué dans les grandes villes. 48 millions sont en cours d'acheminement. C'est vrai que c'est un volume important. La question est pourquoi est-ce qu'on ne s'y prend pas un peu avant ? Un peu plus tôt, oui. Un peu plus tôt, c'est une vraie question, mais beaucoup d'entre vous disent qu'ils ne les ont pas reçus. On va parler de McKinsey, un mot sur Philippe Poutou qui était hier en meeting, dernier meeting. Il veut parler aux plus jeunes. Effectivement, il y a Renaud, alors c'est pas un très jeune, le chanteur Renaud qui le soutient. Hier, ils ont chanté « On est là, même si Macron le veut pas », anticapitaliste. Beaucoup de jeunes dans la salle à Bordeaux hier. Non, Poutou, il y a un point important avec Poutou, enfin important, oui, il y a quand même un point important, c'est qu'il a dit qu'il appellerait, si Mélenchon était au second tour de l'élection présidentielle, qu'il appellerait à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est très rare. Ouais. C'est très rare que le NPA, ancien LCR,
donne des consignes de vote pour un second tour. Et là, bon, en la matière, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même que quelque part, Jean-Luc Mélenchon n'est pas très loin aussi, d'une certaine façon, de la base, en tout cas, du NPA. Parce que Nathalie Arthaud, à ma connaissance, n'a pas donné de consigne de vote. Non, c'est un ancien trotskiste aussi, Mélenchon, je dis une bêtise. Donc on a quand même 3 candidats trotskistes, anciens trotskistes. Et ce qui est quand même aussi étonnant dans cette campagne, c'est qu'on a finalement quasiment la moitié de l'électorat qui s'apprête à voter pour un candidat extrémistes, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est assez nouveau. Et certains de nos auditeurs ne reconnaissent pas ces termes d'extrême. De droite, qui rend la gouvernance très difficile. Très compliqué, oui. Il a expliqué à Philippe Poutou qu'il savait qu'il n'avait aucune chance de remporter l'élection, mais il explique qu'il a sa place dans la campagne. On ne dit pas qu'on est le vote utile, mais on a une utilité. On veut remettre dans le décor la perspective des luttes sociales. C'est aussi ce que dit Nathalie Arthaud, ce qu'elle disait tout à l'heure. Nathalie Arthaud, elle explique que pour une fois, on parle des travailleurs. Poutou qui est conseiller municipal à Bordeaux, je vous rappelle. Absolument. Et qui avait fait qui a eu 6 ou 7% aux dernières élections municipales à Bordeaux. Autre point qui me surprend avant, c'est que quand même le poids des positions pro-Poutine de certains candidats ne semble pas les pénaliser. Zemmour, si. Zemmour, il s'est fracassé. Il n'y a que Marine Le Pen que ça ne pénalise pas. Pas Marine Le Pen et pas Jean-Luc Mélenchon. Non, Mélenchon non plus, ça n'a pas pénalisé. Donc, pas les... Voilà. Alors, on voit bien que, juste un point, on voit bien que dans toutes les études, la question de la guerre est passée au second plan. C'est-à-dire qu'elle était très présente il y a 15 jours, 3 semaines, mais quand on regarde aujourd'hui... D'où l'effet drapeau pour l'effet drapeau, qui ne joue plus. L'affaire McKinsey, parce qu'il y aura un impact sur la campagne, on s'est interrogé quand même hier sur le timing. L'enquête a été ouverte par le parquet national financier le 31 mars dernier. Et le PNF a indiqué hier qu'après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête du Sénat, cette enquête avait été ouverte. Pourquoi le révéler hier Je crois que le PNF s'invite une nouvelle fois dans la campagne, tout simplement. Voilà. Mais il a tardé, il a un peu... C'était un peu long. Effectivement, c'est un peu long. Et donc, mais je pense, j'ai écouté des radios périphériques ce matin, l'effet, d'abord, il y a la somme qui est quand même considérable, 1 milliard d'euros. Le fait... Non, mais là, c'est McKinsey, c'est pas toutes les... C'est McKinsey, je ne sais pas combien ça fait le total de McKinsey, des prestations McKinsey pour l'année 2021, mais... Non, mais ce qui choque, c'est que McKinsey n'est pas payé d'impôts. Mais c'est pour ça, d'ailleurs. C'est là-dessus, ils sont pas c'est la fraude fiscale, c'est pas l'éventuel favoritisme, c'est pas ça. C'est des sujets différents. C'est un sujet, d'ailleurs. Ces questions de favoritisme, c'est un sujet. Cette question de favoritisme est évoquée le problème du code, est-ce que le code des marchés publics a été vraiment respecté? Enfin, il a certainement été respecté, mais vous pouvez vous poser des questions sur la porosité qui peut exister parfois entre un certain nombre, j'allais dire, de salariés de McKinsey et leur responsabilité antérieure dans le monde politique. Mais pas dans le monde politique, chez Macron. Vous avez bien compris. Ce qui est important de noter dans cette affaire, à tous ceux qui diraient que la justice sera instrumentalisée dans notre pays, premièrement, c'est que le parquet national financier, même si certains peuvent dire qu'il y a un biais, il a l'air indépendant puisqu'il se saisit de cette affaire et donc d'une certaine manière, tant mieux si la justice fonctionne. Ensuite, là-dessus, je ne critique pas une enquête en cours ou la justice. Ensuite, il faut se poser la question du rapport sénatorial. Moi, je crois au Parlement, je crois au rapport sénatorial, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a une majorité de droite au Sénat et que la composition des commissions d'enquête, en l'occurrence, elle se fait aussi en fonction de la composition des assemblées. Il y a toujours eu recours à des cabinets privés dans la co-construction des politiques publiques. Valérie Pécresse l'a fait quand elle était ministre de l'Université. Elle l'a fait d'ailleurs encore. Moi, je ne suis pas... Non, mais si je peux juste terminer. Le rapport de la commission d'enquête a le mérite d'exister, c'est très bien, et la démocratie parlementaire fonctionne, le contre-pouvoir fonctionne, c'est très bien. C'est bien de rappeler aussi que c'est pas le président Macron qui est visé par le PNF, c'est McKinsey. On peut se poser la question du timing, mais pour le moment... C'était la seule porte d'entrée du PNF. Pour on peut quand même s'interroger sur le timing. On peut s'interroger quand même sur un certain nombre de porosités. Que l'ancien directeur des études d'En Marche se retrouve chez McKinsey, je veux dire, ça doit naturellement... De même qu'on peut s'interroger sur le timing de sortie du rapport du Sénat en pleine campagne présidentielle. Mais la présidente, je vous rappelle, la rapporteure est communiste. La rapporteure de la commission, oui. Donc, c'est pas... Mais la composition de la commission se fait en fonction de la composition de l'Assemblée, en l'occurrence du Sénat. Oui, mais c'est pas les sénateurs qui ont menti sous serment en disant que... Ah non, mais je ne remets
absolument pas en cause. Qu'ils avaient payé leurs impôts en France. Non, bien sûr. C'est absolument pas ce que je disais. Christian, vous vouliez ajouter sur McKinsey, effectivement. Est-ce que ça a un impact, à votre avis Ça commence là. Ouais. Mais l'affaire des Martards, c'est pas l'effet des diamants. Pour l'effet des diamants pour Giscard, c'était pour les diamants, c'était plus symbolique, plus spectaculaire. Ça avait commencé il y a 2 ans avant. Voilà, exactement. Ça peut avoir un effet dans l'entre-deux-tours. Exactement. Et voilà. Et là, effectivement, ça peut être ça l'a déjà. Il va rester. Oui, je pense que ça l'a déjà. C'est aujourd'hui, dans les enquêtes, perçu comme le 3e sujet qui a le plus impacté la campagne. Ah oui. 3e sujet. L'affaire McKinsey. Déjà. Après l'Ukraine, oui. Je pense qu'il va y avoir une grosse accélération maintenant. Oui, c'est certainement ça. Certains me disent qu'ils reçoivent des coups de fil d'Éric Zemmour pour la campagne. Oui, des messages automatiques. C'est ça. Je rappelle qu'il y a un sujet qui a été déprogrammé de France 2 qui devait passer ce soir, qui était comment les politiques vous ciblent avec des entreprises qui promettent de vous faire gagner 6 à 7 points dans les sondages avec un marketing télévisé. Ça fait 2 fois que cette enquête est déprogrammée. On se demande pourquoi. Merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée.